Bonjour à tous, bonjour Bonjour. François de Rugy. Et si nous vous recevons aussi ce matin, c'est parce que vous publiez ce livre que j'ai dans ma main, Du pouvoir des homards, mais surtout de l'écologie. Voilà le titre. Alors l'écologie, on va en parler en détail. On va s'arrêter un moment sur le titre du livre que vous avez choisi, c'est Homard, puisque vous mettez, pardonnez-moi l'expression, vous-même les pieds dans le plat. C'est Homard photographié lors d'une réception donnée à l'hôtel de Lassay et qui vous avait coûté votre poste de ministre en juillet 2019. Pourquoi vous avez décidé de revenir sur cette affaire alors qu'on imagine que vous préférez plutôt tirer un trait? J'ai souhaité avec ce livre d'abord rétablir un certain nombre de faits, des faits sur ces accusations. Et je pense que si je n'en avais pas parlé, on aurait trouvé que c'était un manque de lucidité. Même moi, je suis pour affronter les réalités, donc, y compris quand elles me concernent directement. Et puis par ailleurs, rétablir les faits aussi sur mon parcours, mon engagement pour l'écologie, qui ne date pas de ma nomination au ministère de l'écologie, puisque cette fonction était plutôt l'aboutissement d'un parcours pour l'écologie. Mais néanmoins, ce titre, qui est un peu provocateur, je répète, du pouvoir des homards, mais surtout de l'écologie, on rappelle que les dîners que vous organisiez n'enfreignent aucune règle, d'après un rapport commandé par l'Assemblée, que vous avez tout justifié, que vous avez remboursé ce qui devait l'être, et pourtant, qu'est-ce qu'il en reste 3 ans et demi plus tard? Est-ce que l'argumentation par le poids des mots peut l'emporter sur le choc des photos, comme vous l'écrivez dans votre livre? Est-ce qu'il ne reste pas, votre image n'est-elle pas accolée pour toujours à ces fameux homards? J'espère que les Françaises et les Français, je suis convaincu que beaucoup de Françaises et de Français souhaitent à un moment donné juger les hommes et les femmes politiques sur ce qu'ils font, sur le bilan qu'ils ont, sur leurs actions, dont on peut toujours discuter, c'est normal, on peut leur demander des comptes, c'est normal, c'est la démocratie, plutôt que sur des images. Si on juge les hommes et les femmes politiques qui prennent des responsabilités uniquement sur des images, on risque quand même fort de prendre de mauvaises décisions. Pourquoi elle est injuste, cette image, François de Rugy? Parce qu'elle ne correspond pas à la réalité. Et c'est ce que je redis dans ce livre. La réalité, c'est que, par exemple, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, j'ai réduit les frais de réception, que j'ai eu une gestion justement rigoureuse de l'Assemblée nationale. Je suis le seul, d'ailleurs, depuis 4 ans et demi, à avoir conduit une réforme de suppression d'un régime spécial de retraite. Le régime spécial de retraite des députés a été supprimé, alors qu'il y en a beaucoup d'autres dont on a beaucoup parlé, qui existent toujours. Mais alors, toujours. comment vous expliquez que justement, c'est cette image qui reste? Est-ce que c'est un signe de l'époque? Est-ce que c'est parce qu'on a été, entre guillemets, malhonnête avec vous? C'est votre thème? C'est parce qu'il y a aujourd'hui une puissance de l'image qui est très grande, avec bien sûr la télévision, les médias traditionnels, mais aussi Internet, qui, pour un certain nombre de gens, rappellent toujours cela. Mais encore une fois, sur le temps long, ce qui reste quand on fait de la politique, c'est ce que l'on a fait et ce dont on peut évidemment discuter. Et c'est l'objet aussi de ce livre. Alors, ce dont on peut discuter, c'est l'écologie, surtout l'écologie, pour reprendre le titre de votre livre. Il va en être question à partir de demain à l'ouverture de la COP26. C'est déjà le cas ce week-end à Rome pour le G20. Beaucoup de militants de la cause environnementale, beaucoup d'experts disent que cette COP26, cette énième réunion consacrée au climat, elle est vouée à l'échec parce que c'est déjà trop tard et que les engagements du traité de Paris, des accords de Paris, il y a 6 ans, n'ont pas été tenus et que la promesse de tenir à 1,5 degré à la fin du siècle, elle ne pourra pas être tenue. Vous savez qu'il y a des gens qui disent soit c'est la conférence de la dernière chance, comme si on allait tous mourir demain si cette conférence n'aboutissait pas. Puis il y en a d'autres qui disent au contraire c'est déjà fichu. Bon, les deux aboutissent à ne rien faire. Alors que ce qu'il faut, c'est passer du discours à l'action. En quelque sorte, la COP de 2015, c'était le discours à Paris. Et aujourd'hui, c'est l'action. Et il faut aussi le dire, en Europe, nous sommes à la pointe de l'action par rapport au reste du monde, notamment par rapport aux États-Unis, notamment par rapport à des pays comme le Canada, l'Australie, qui utilisent par exemple encore beaucoup de charbon pour produire de l'électricité. En Allemagne, on continue à produire beaucoup de en charbon Europe aussi. Et à utiliser. Alors qu'en France, nous fermons les 4 dernières centrales à charbon qui existaient. C'est moi qui l'ai fait quand j'étais ministre. Et ça va devenir une réalité d'ici 2022. C'est une vision très ça qui permet très idéaliste d'agir des choses. sur le climat. Non, c'est pas une question d'être optimiste. C'est que, si vous voulez, si on est défaitiste, si on est à dire tout va mal, eh bien on finit par démotiver les gens d'agir. Or, il faut agir au niveau politique, c'est extrêmement important, y compris au niveau international, mais il faut aussi agir partout, dans les entreprises, dans les collectivités, et chacune et chacun d'entre nous. Et là, il y a des motifs d'optimisme, parce que là, je vois qu'en France, par exemple, eh bien, énormément de choses changent. Regardez la voiture électrique. Il y a 3 ans, quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, moi j'étais ministre, on n'arrêtait pas de me dire, la voiture électrique, ça marchera pas, personne ne veut en acheter. Aujourd'hui, ça explose, les constructeurs automobiles proposent tout le temps de nouveaux modèles, et les Français, comme les autres Européens, s'en saisissent. Alors vous parlez de la voiture électrique, l'écologie que vous prenez, elle se veut pragmatique, elle défend l'énergie nucléaire. Comment on vend un discours pareil, en particulier sur le nucléaire, alors que c'est un petit peu la base, presque, c'est fondateur du mouvement écologiste, la lutte contre le nucléaire? Oui, mais la question que je pose, c'est comment relever le défi du climat, justement,
en se passant du nucléaire, notamment dans un pays comme la France, qui en a beaucoup, et ce qui lui permet d'avoir un très bon bilan carbone, comme on dit maintenant, sur la production d'électricité. Qui défend le nucléaire, avouez que ce n'est pas courant. C'est en effet un débat nouveau que je pose, car moi-même j'ai été anti-nucléaire quand je me suis engagé avec les Verts notamment. Chez les Verts, il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a un certain nombre d'associations comme Greenpeace qui préfèrent sans cesse pointer le nucléaire, mais qui oublient de pointer le charbon, alors qu'aujourd'hui, la plaie absolue dans le monde, mais aussi en Europe, pour le climat, c'est le charbon. Mais vous dites, vous, le nucléaire, c'est bon pour le climat. Mais c'est un atout pour relever le défi du climat, en plus des énergies renouvelables. Et d'ailleurs, en France, nous sommes un des pays au monde qui est le plus en pointe avec le nucléaire et les énergies renouvelables. Nous aurons un bilan sur l'électricité zéro carbone. Mais les électeurs, vous pensez qu'ils sont sensibles et qu'ils peuvent comprendre ce discours Je crois qu'il y a un débat aujourd'hui qui existe en France et que beaucoup de Français, en effet, se disent finalement, la France a un atout et c'est quelque chose que l'on peut non seulement préserver, mais que l'on peut développer pour l'avenir, pour l'Europe et pour le monde. Pardon, François de Rugy, mais lorsqu'on a vu le débat de la primaire avec Europe Écologie Les Verts, on a senti à l'inverse plutôt un désir de radicalité parfois. Vous avez répété que chez les Verts, il n'y a pas de débat sur le nucléaire, mais vous pensez vraiment que, au-delà de savoir qui a raison ou qui a tort, les électeurs eux-mêmes attendent ce discours de on peut être écologiste et défendre le nucléaire. Oui, je pense que d'abord... c'est pas ce qui est apparu... Je pense que beaucoup de Français veulent une écologie ancrée sur la science. Et moi, je veux développer cette vision de l'écologie ancrée sur la science, l'innovation technologique et le développement économique. Et qu'en effet, ce que j'appelle le cartel vert dans ce livre, qui est composé d'Europe Écologie Les Verts et d'un certain nombre d'associations très médiatiques comme Greenpeace, comme L214, ont en fait confisqué le débat sur l'écologie. On pris en otage l'écologie dans le débat politique. Ce ne sont pas eux qui représentent l'écologie, selon une certaine vision de l'écologie. Il y a plusieurs visions. Il est temps que l'on puisse débattre en France de différentes visions sur l'écologie et de regarder ce qui est le plus efficace, par exemple, sur le climat. Et si on est réaliste, si on est objectif, qu'on regarde les chiffres de la science, eh bien on voit que, par exemple, aujourd'hui en France, on a l'un des meilleurs bilans en Europe sur la production d'électricité. Alors, le cartel vert, comme vous l'appelez, c'est-à-dire notamment Europe Écologie Les Verts, il a désormais un candidat avec Yannick Jadot, qui a fait une proposition décapante hier, qui propose d'interdire la chasse le week-end et la semaine. Qu'en pensez-vous? Les chasseurs ne sont pas contents, mais... Je dis attention à ne pas opposer les gens. Aujourd'hui, les chasseurs sont minoritaires en France. Ils sont une petite minorité. Est-ce que parce qu'ils sont une petite minorité, on va leur dire petit à petit, votre activité doit disparaître? Parce que si on ne peut plus chasser... Moi, je ne suis pas chasseur, je ne sais même pas des accidents manier un fusil, mais... avec les randonneurs. Oui, très régulièrement. Il y a aussi les accidents de voiture et on n'interdit pas la voiture. Il y a des accidents de voiture tous les week-ends, on n'interdit pas la voiture le week-end. Si vous voulez, le fait est que si les chasseurs ne peuvent plus chasser le week-end et pendant les vacances, il y a tout un tas de gens qui ne pourront plus chasser puisque c'est le seul moment où ils peuvent le faire. Donc il faut maintenir la chasse tous les jours de la semaine. On a un équilibre, moi j'y ai travaillé quand j'étais ministre d'ailleurs, on a un équilibre qui n'est jamais facile, il y a tout le temps des tensions, y compris entre chasseurs et agriculteurs, mais cet équilibre, il faut le faire vivre sur le terrain, partout en France, dans nos campagnes. Vous êtes écologiste, mais vous êtes aujourd'hui membre de LREM, le parti d'Emmanuel Macron, qui va essayer de relancer un petit peu sa grande marche ce week-end qui lui avait qui avait abouti au succès en 2016 et 2017. C'est pas un peu difficile de se mettre en mouvement, en marche, donc quand on n'a pas encore de candidat? Je crois qu'au contraire, nous avons une force par rapport aux autres familles politiques, c'est qu'il n'y a pas de débat sur qui doit être candidat et que tout le monde souhaite, dans la majorité présidentielle, qu'Emmanuel Macron se représente. Moi, je le souhaite. Je souhaite que l'on fasse le bilan. C'est la période du bilan, notamment sur l'écologie. Il n'est pas bon sur l'écologie. Mais c'est ce que disent, ce que j'appelle le cartel vert. Mais dans la réalité, justement, si on regarde les émissions de gaz à effet de serre, elles baissent continuellement depuis 2018. Si on regarde la fermeture des centrales à charbon, si on regarde le développement de la voiture électrique, on voit à ce moment-là qu'il y a un bilan écologique qui peut permettre évidemment d'aller plus loin. Il n'y a pas eu de grosses déceptions, notamment sur la Convention citoyenne pour le climat, qui avait suscité des espoirs et dont les membres, à l'arrivée, ont dit qu'ils étaient déçus. Oui, mais la C'était Convention une mauvaise citoyenne idée, cette Convention citoyenne. Il fallait innover. Moi, j'ai poussé cette idée pour innover. Bon, le résultat est décevant, mais le résultat de la Convention elle-même a été décevant. Tout un tas de sujets n'ont pas été traités, notamment tout ce qui était autour de la taxe carbone, alors que c'était un des objets au départ. Donc, ça a été un élément, ça a donné lieu à une loi, quand même. Ça a donné lieu à une loi qui a été votée, qui est mise en œuvre. Qui propose des terrasses chauffantes et de lutter contre notamment les c'est un peu anecdotique, mais il y Mais aura d'autres sujets qui vont venir dans les années à venir. Et c'est le débat de la présidentielle. Est-ce qu'on veut, encore une fois, une écologie de progrès fondée sur la science, l'innovation technologique et le développement économique, ou est-ce qu'on veut une écologie de régression avec la décroissance? Dernière question, réponse courte, s'il vous plaît. Pourquoi avez-vous décidé de ne pas vous représenter aux prochaines élections législatives? Vous l'avez déjà annoncé. C'est-à-dire vous sortez de la vie politique alors que mais j'avais pris ce cet livre. engagement en 2017. J'avais dit, si je suis élu et réélu, ce sera mon 3e et dernier mandat. Je suis pour que, d'ailleurs, on limite
limite à 3 mandats maximum en France, l'ensemble des mandats, car je crois que c'est important qu'il y ait un renouvellement régulier de celles et ceux qui font de la politique. On vous a entendu ce matin. Merci François de Merci. Rugy. Je rappelle la publication donc de votre livre qu'on a vu à l'antenne tout à l'heure. Merci, bonne journée, suite de Télématin.